Donc, nous allons parler ce soir du GAOM, le groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval, l'histoire d'une équipe en devenir. Donc avant, il nous paraît indispensable de revenir bien sûr sur la figure du fondateur de l'EHESS et du GAOM, Jacques Le Goff, disparu tout récemment le 1er avril dernier à l'âge de 90 ans. Et je m'inspirerai d'un article d'André Burguière, un collègue, paru dans Mediapart, pour faire cette présentation. Jacques Le Goff était, depuis la disparition de Fernand Braudel, l'historien français le plus connu en France et à l'étranger. Cette consécration officielle, entièrement méritée, si l'on considère l'importance de son œuvre et l'influence qu'il a eue sur les nouvelles générations d'historiens, contraste avec la forte originalité de son approche du Moyen-Âge, qui lui valut, à la publication de son premier livre, La civilisation de l'Occident médiéval, beaucoup de critiques et peu de soutien. Son Moyen-Âge, défini comme un univers mental, un système de croyances et de représentations, déplaisait à tous ceux qui s'irritaient de ne pas y retrouver la longue suite des règnes ou des guerres anglo-françaises. En 1968, lorsqu'il a été élu à la 6e section de l'école pratique des hautes études, Fernand Braudel lui demande de prendre avec Emmanuel Leroy-Ladurie la direction des Annales, la revue créée par Marc Bloch et Lucien Febvre pour renouveler la pensée historique. Les deux jeunes historiens qui traversent l'un et l'autre la période la plus créatrice de leur carrière se rejoignent dans leur intérêt pour l'anthropologie historique, c'est-à-dire dans une approche interne des sociétés et des cultures qui se sont développées à travers l'histoire, par l'exploration des manières de penser et de sentir. La conception de l'histoire qu'ils défendent, très ouverte au dialogue avec les autres sciences humaines, connaît alors un succès inédit dans le grand public, qui cherche plus à comprendre les rouages cachés des sociétés qu'à célébrer les vertus et les sortilèges de la mémoire nationale. Cette vision de l'histoire a été exposée dans un ouvrage collectif dirigé par Jacques Le Goff, intitulé « La nouvelle histoire ». Lui-même n'aimait pas beaucoup ce titre, suggéré par l'éditeur. Il aurait préféré tout simplement « l'école des annales », puisque c'était d'elle qu'il s'agissait. Mais le titre a fait fortune, ce qui vaut à Jacques Le Goff d'être qualifié aujourd'hui encore de père de la nouvelle histoire. Comme médiéviste, Jacques Le Goff était, comme Georges Duby, celui qui avait le plus fait fructifier l'héritage intellectuel de Marc Bloch, dont l'œuvre avait introduit une véritable révolution copernicienne dans l'approche du Moyen-Âge. Mais il l'avait fait de façon très différente. Georges Duby, fidèle à la démarche novatrice de Marc Bloch, avait continué à extirper notre connaissance du Moyen-Âge de la vision romantique d'un âge de la spiritualité et de l'amour courtois, peuplé de pro-chevaliers et de belles dames sans merci. Il articulait l'univers mental de l'époque médiévale aux structures sociales et encore plus aux structures technico-économiques qui les sous-tendaient. Sous les moines qui prient ou recopient les manuscrits et les croisés qui s'en vont en Terre Sainte, il y a les paysans qui labourent la terre et réinventent le savoir agricole. Jacques Le Goff retourne comme un gant cette attention aux structures profondes, prolongeant une remarque de Marc Bloch qui affirmait que dans certaines sociétés, comme la société médiévale, l'univers religieux peut constituer en lui-même une structure de base. Il avait entrepris d'explorer et d'expliquer le Moyen-Âge de l'intérieur en partant du cadre mental donné par la culture chrétienne. Il ne s'agit pas pour lui d'exalter la spiritualité du Moyen-Âge, mais de montrer comment la christianisation de la société a profondément transformé les attitudes, celles de l'esprit comme celles du corps, et fécondé un nouvel imaginaire. L'Église n'apportait pas uniquement le dogme et le message évangélique. Par son emprise totalitaire sur la société, elle a conduit les clercs à déchiffrer complètement la réalité à partir de la Bible et de son exégèse.
Lorsque Jacques Le Goff écrit en 1985 son imaginaire médiéval, sa volonté est de montrer comment une histoire totale ne pouvait se passer de la connaissance de la littérature et des images. Contre le fonctionnement universitaire institutionnel qui postule de fait une autonomie de ces domaines, étudiés par l'histoire de la littérature d'une part et l'histoire de l'art d'autre part, l'histoire totale de Jacques Le Goff promeut l'idée que ces corpus ne constituent pas un à côté de l'histoire sociale, mais doivent être étudiés comme des acteurs majeurs de l'évolution historique. Pour Jacques Le Goff, il existe un ensemble documentaire qui, plus que les autres, témoignait de cette diffusion de l'image au sens large. C'est la littérature dédiée à la prédication, et notamment les exemples. Ce Moyen-Âge n'est pas un ailleurs, un monde disparu qui inspire mépris ou nostalgie. Il survit en nous inconsciemment dans nos habitudes les plus ordinaires. Car pour Jacques Le Goff, le Moyen-Âge n'est pas mort avec la prise de Constantinople par les Ottomans ou la découverte de l'Amérique. Il a survécu dans les structures économiques et sociales du monde paysan jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et il survit encore dans bien des traits de notre sensibilité. S'il a consacré une partie de son œuvre à l'imaginaire de l'au-delà, par exemple dans la naissance du purgatoire, il s'est intéressé tout autant à nos représentations de l'univers économique, par exemple dans le Moyen-Âge et l'argent, ou dans la bourse et la vie, renforçant l'actualité du Moyen-Âge comme matrice insoupçonnée de nos idées modernes. Jacques Le Goff a été un acteur important de la vie universitaire. Élu président de l'École des hautes études en sciences sociales à la suite de Fernand Braudel, charge qu'il a exercée de 1972 à 1977, il a largement contribué à son développement. C'est sous son impulsion que l'École des hautes études en sciences sociales est devenue l'un des foyers les plus importants de la pensée et de la recherche économique en France. Il a été connu du grand public non seulement par l'originalité de son œuvre, mais par ses nombreuses apparitions dans les médias. Sur France Culture notamment, on se rappelle les fameux lundis de l'histoire, qui ont été l'émission de France Culture qui a duré le plus longtemps. Ses apparitions également dans la presse française et italienne et à la télévision, qu'il acceptait non par narcissisme médiatique, mais au contraire parce qu'il se prêtait avec simplicité à cette forme particulière de pédagogie qu'est la vulgarisation scientifique. Homme de gauche, d'une gauche modérée mais fidèle, il ne s'est jamais éloigné des problèmes et des enjeux de son temps. Non seulement parce que son long Moyen-Âge le conduisait jusqu'au seuil de notre époque, mais parce qu'il considérait, comme les médiévistes Henri Pirenne ou Marc Bloch, que le Moyen-Âge peut nous aider à comprendre ce qu'il y a de plus nouveau dans notre époque et que notre modernité doit nous aider à découvrir un autre Moyen-Âge. En 1978, il fonda le GAOM, donc le groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval, qu'il dirigea jusqu'en 1992. Il lança alors une grande enquête sur les villes et les ordres mendiants, et à partir des productions intellectuelles de ses frères, il s'intéressa particulièrement aux exempla homilétiques. Je voudrais ajouter quelques anecdotes personnelles pour rendre hommage à Jacques Le Goff en tant qu'homme, collègue, directeur d'équipe et ami. J'ai eu le plaisir de faire ma thèse sous sa direction sur un recueil d'exempla, La Scala-Celli. J'ai eu également le plaisir et l'honneur de travailler sous sa direction entre 1984 et 1992. Durant cette période, j'ai eu 2 enfants. Et chaque fois, dès le début de la grossesse, Jacques Le Goff avait la gentillesse de m'interdire de venir à son séminaire qui avait lieu le soir, de 18h à 20h à l'École normale supérieure, pour m'éviter la fatigue d'une longue journée. Un autre souvenir, au colloque de San Gimignano, en Italie, j'étais à côté de lui
et son épouse Anka pour le dîner médiéval. Il m'a murmuré à l'oreille qu'il n'appréciait pas trop cette gastronomie, mais il a fait bonne figure toute la soirée et a goûté tous les plats et complimenté les organisateurs. Un autre souvenir, un jour un journaliste lui a demandé de définir le Moyen-Âge par un mot unique. Et il a répondu « la terre », expliquant quelle est la base du pouvoir sur les hommes, la source de prestige, même après l'essor des villes. Enfin, j'ai revu récemment Jacques Le Goff pour lui remettre un cadeau pour son 90e anniversaire, un très bon whisky et le film de Ken Loach, La part des anges. J'étais donc en compagnie de mon collègue Jacques Berlioz. J'avais peur que notre visite le fatigue, mais nous avons discuté histoire médiévale avec passion durant 1h30, et c'est nous qui avons dû interrompre la conversation à cause d'un séminaire. Sa passion pour l'histoire, sa gentillesse, son érudition et sa générosité m'ont durablement marqué, ainsi que toute une génération d'historiens. Donc le GAOM a été fondé en 1978 par Jacques Le Goff, en y privilégiant deux axes de recherche, les exemplars et les images. Très tôt, Jean-Claude Schmitt l'a secondé en se spécialisant progressivement vers les images médiévales avec Jérôme Bachet, tandis que Jacques Berlioz, Pascal Colomb et moi-même, nous nous adonnions à l'étude des exemplars. Puis, le GAOM a pu engager Pierre-Olivier Dittmar, qui se dédie aux deux axes de recherche. Philippe Maurice, de son côté, s'occupe de la famille au Moyen-Âge et enseigne la paléographie. Pierre Monet a ouvert un nouvel axe sur les villes de l'Empire romain germanique. Le GAOM est soutenu par Aline Debert, notre documentaliste, et par Nicole Guiric, notre secrétaire, qui sont des chevilles ouvrières très importantes. Le GAOM a également de précieux membres associés, Pascal Colomb et Marie Formarié, et des membres externes tout aussi précieux, Gisèle Besson, de l'ENS de Lyon qui enseigne le latin médiéval, Elisa Brilli, Nathalie Leluel, Anne Doustali et Victoria Smirnova. Actuellement, le GAOM repose sur la synergie de trois sous-équipes, exemplars, images et empire, que nous présenterons sous trois aspects de nos recherches qui se croisent parfois. Tout d'abord sur l'écrit, le texte, la parole. L'équipe Exempla Pastoralia déploie ses recherches sur les exemplars et les images exemplaires, en partie dans le cadre du LABEX, Laboratoire d'Excellence, Aztec, particulièrement l'axe 3, les techniques du faire-croire. Un nouveau champ de recherche a été ouvert sur les rapports entre musicalité oratoire et rhétorique, persuasion dans les exemplars cisterciens, notamment grâce à Marie Formarié et Victoria Smirnova. Des projets en cours sont un colloque international sur les recueils d'exemplars, du manuscrit à l'imprimerie, sous la direction de Jacques Berlioz, une enquête sur les traductions des recueils d'exemplars et les nouvelles communautés d'interprétation dans le cadre d'un projet COST Action européen, et la préparation d'un projet sur Pastoralia, rhétorique de la persuasion et imago dans l'encadrement rituel de la société. De plus, Pierre Monet prépare depuis Francfort un colloque international sur le multilinguisme dans les villes médiévales de l'Occident. Il y a également un axe visuel, image médiévale. L'équipe Images du GAOM est bien connue pour son expertise dans les miniatures et les sculptures romanes que l'on peut retrouver dans ses bases de données sur Internet, le TIMEL, Thésaurus des images médiévales en ligne, avec la collaboration du Centre supérieur de civilisation médiévale de Poitiers, et une version multilingue est en cours d'élaboration. L'IDIME, le GAOM est membre du groupe de réflexion sur l'indexation des images médiévales avec 5 autres institutions utilisant le TIMEL.
Au cours des années à venir, il est envisagé de rendre 5 bases de données interopérables en les regroupant sous un même portail qui permettrait de faire des recherches iconographiques multi-supports. On prévoit également à l'avenir la mise en ligne des notices des miniatures indexées par le GAOM, 45 000 notices. Sera prochainement également disponible un site dynamique et un livre électronique sur les sculptures romanes d'Auvergne, issues d'une enquête de 4 ans, avec l'étude de Iter et Locus, lieu rituel et agencement du décor sculpté dans les images romanes d'Auvergne, numéro hors série de la revue en ligne imagerevue.org. Signalons également l'ouvrage très précieux La roman par-delà le bien et le mal, La roman par-delà le bien et le mal, qui a été co-écrit par Jean-Claude Bonne, Jérôme Bachet et Pierre-Olivier Titma. Toute cette équipe Image fait également partie du comité de rédaction de la revue en ligne imagerevue.org. Le dernier projet de recherche porte sur la domestication des images. Il prend la forme d'une enquête collective sur le processus de domestication des images à la fin du Moyen-Âge, à savoir la diffusion de l'image dans l'espace domestique et l'appropriation de l'image par de nouveaux milieux sociaux. L'enquête réunit des spécialistes des peintures murales, des carreaux vernissés, des livres enluminés, des tapisseries. L'enjeu étant d'évaluer la mise en place d'une culture visuelle, au sens large, en Occident, avec des coopérations avec Philippe Bernardi, Gilles Bartholins. Dans ce cadre, le GAOM prend en charge plus spécifiquement l'analyse des plafonds peints en collaboration avec l'Association internationale de recherche sur les charpentes et plafonds peints médiévaux, qui est dirigée par Monique Bourrin. Un inventaire des plafonds peints médiévaux et une base de données en libre accès d'images indexées sont en cours d'élaboration sur Medial. Le troisième axe concerne la ville et l'Empire romain germanique. Cet axe est essentiellement déployé par Pierre Monet depuis l'Institut français historique en Allemagne, à Francfort-sur-le-Main, qu'il dirige depuis le 1er septembre 2011. Les recherches sur les villes se concentrent sur 2 projets transversaux, reliés pour le premier à la thématique sus-mentionnée de la parole, en l'occurrence l'étude des contacts linguistiques, écrits et oraux divers dans une ville médiévale multiculturelle. Et pour le second, à la thématique sur les images, dans le projet de traduction, de commentaires et d'analyse de la chronique des chroniques du médecin humaniste nurembergeois Hartmann Schedel, 1493. Dernière chronique universelle du Moyen-Âge, première histoire globale de la modernité et incunable, le plus richement illustré après la Bible, avec 1800 gravures, dont 120 des plus grandes villes du monde connues. Quant au sous-axe impérial, il sera animé depuis l'IFHA en termes de coopération scientifique franco-allemande, spécialement autour de la question développée par le cluster d'excellence de l'Université de Francfort, celui de la production des ordres normatifs autour de la question de l'ordre étatique et juridique impérial. Je me permets maintenant d'insister plus particulièrement sur les travaux que je connais le mieux, sur l'équipe de recherche sur les exemplaires médiévaux. Cette équipe, formée progressivement depuis 1978, a publié tout d'abord un fascicule sous la direction de Jacques Le Goff, Jean-Claude Schmitt et Claude Brémond, l'Exemplum, dans la célèbre typologie des sources de l'Occident médiéval. Donc il y a une première édition de 1982
et une réédition mise à jour par Jacques Berlioz en 1996. Cette équipe a également constitué un centre de documentation unique et spécialisé et s'est donné pour mission de faire connaître le corpus des exemplats par des éditions, des traductions, des bases de données et des publications thématiques. Notre équipe a déjà publié des éditions de textes, moi-même la Scalacelli de Jean Gobi en 1991. Jacques Berlioz s'est attelé à l'édition du plus volumineux recueil d'exemplats du Moyen-Âge, le Tractatus de diversis materiis praedicabilibus, donc le traité des diverses matières prêchables d'Étienne de Bourbon. Il a déjà publié la première et la troisième partie. Il y a eu également une édition collective menée dans le cadre du séminaire Exempla, sous la direction de Jacques Berlioz et moi-même, la Collectio Exemplorum Cisterciensis, conservée dans le manuscrit de Paris 15912, qui est paru au Corpus Christianorum. Il y a en tout 8 volumes qui sont prévus dans cette collection, Corpus Christianorum Continuatio Medievalis, dans la collection précise Exempla Medii Aevi, dirigée par Jean-Claude Schmitt, Jacques Berlioz et moi-même. On attend encore 5 volumes sur Étienne de Bourbon par Jacques Berlioz. Prochainement, un volume pour l'édition de l'Alphabetum Narrationum d'Arnold de Liège, qui avait été commencé par notre regrettée collègue Colette Ribeaucourt, décédée en 2009, et dont l'édition est reprise par Elisa Brilly. On prévoit également le recueil du frère Sachet ou frère du Sac, c'est un ordre mendiant spécifique, qui sera fait par Isabelle Ravacordier avec l'aide de l'équipe. Également, un recueil sera fait de multiples recueils d'exemplats conservés à la British Library, et ces recueils ont en commun d'être anonymes et sans titre, et souvent très riches, avec une présentation, une édition et une traduction par Gisèle Besson et Ilana Klutstein, avec la collaboration de l'équipe. Et enfin, pour ma part, je compte publier le De Spiritu Guidonis de Jean Gobi, le dialogue entre un fantôme et Jean Gobi, qui a été traduit dans pratiquement toutes les langues vulgaires européennes. Notre équipe a également des bases de données sur les recueils d'exemplats, 4 bases de données gratuites accessibles en ligne sur le site du Gaum. Tout d'abord, une bibliographie internationale en ligne sur les exemplats médiévaux. Ensuite, Relex, un portail en ligne des sites proposant des éditions de recueils d'exemplats. Ces 2 bases exigent une veille bibliographique sur les exemplars pour les mettre à jour. Les informations envoyées par les collègues nous sont une aide précieuse. Ceci est donc un appel à votre bonne volonté pour nous faire connaître les travaux des confrères russes dans ces bases de données souvent consultées. Enfin, la base de données THEMA, Thesaurus Exemplorum Medii Aevi, une base multilingue qui repose sur l'indexation de recueils d'exemplats selon une grille de saisie qui comporte un fichier sur le recueil dans son ensemble, donc appelé memento, avec les titres, l'auteur, la biographie de l'auteur, la datation, le milieu de production, la bibliographie, les manuscrits, les éditions et les traductions. Il y a un second fichier pour chaque exemplum avec le titre du recueil, le contexte de l'exemplum, la moralisation éventuelle de l'exemplum, sa source, les textes parallèles, le numéro dans les index de Toubar ou dans la Bibliographica Geographica Latina, les références bibliographiques et les traductions. La base Théma comporte actuellement 48 recueils et plus de 10 000 exemplars indexés grâce à de nombreuses collaborations internationales et une architecture de base de données collaborative. Plusieurs personnes peuvent travailler en même temps sur la base sous la supervision du webmaster Pascal Collomb. Et enfin, notre 4e base de données, Césaire en ligne, est en fait un portail qui comporte les versions numériques du Dialogus Miraculorum de Césaire de Heisterbach, une biographie sur Césaire,
une bibliographie, une liste des éditions et traductions de ce recueil. Cette page a pour vocation d'accueillir bientôt toutes les œuvres de Césaire sous ce format adapté à de multiples interrogations. Il y aura donc la Vita Engelberti, les Libri Octo Miraculorum et la Vita Elisabethi de Thuringe, grâce au travail de l'infatigable Victoria Smirnova, qui a également indexé sous théma des exemplaires issus des sermons de Césaire de Heisterbach, édité par Koppenstein et disponible en ligne. Nous avons également participé à un gros volume, un ensemble de volumes et non pas base de données, sur les traductions des recueils d'exemplaires sous la direction de Claudio Galderisi. Il s'agit de translations médiévales, 5 siècles de traduction en français au Moyen-Âge, où vous trouverez des notices sur Arnold de Liège, Jean Bobby le Jeune et Pierre Alphonse. Ensuite, nous proposons également des études thématiques, et je n'évoquerai que les plus récentes, qui se sont développées en partie dans le cadre du LABEX Aztec sur les techniques du faire-croire. Nous avons un séminaire commun avec Nathalie Lucas, du CIFR, du Centre d'études internationales du fait religieux, et d'autres équipes du LABEX. Nous avons eu un premier colloque en juin 2012 sur le thème des figures de la persuasion, où plusieurs membres du GAOM ont proposé une communication. Marie Formarié sur les figures de rhétorique chez Césaire de Heisterbach, Anne Doustali sur la sainteté, et moi-même sur de l'auto-persuasion à la persuasion des autres dans la littérature exemplaire monastique. Dans le même cadre a été organisée une journée d'études par Jean-Claude Schmitt et Marie Formarié sur rythme et croyance au Moyen-Âge qui vient d'être publiée. D'autres recherches se sont développées dans le cadre de l'International Medieval Sermon Studies Society, et notamment avec Jacques Berlioz, nous avons participé au colloque sur Ius et Predicatio à Brescia en 2012, en proposant une communication sur les recueils d'exemplaires et la transmission d'un savoir juridique. Au colloque de Leeds, nous avons présenté quelque chose sur Preaching Facing a Reluctant Audience in Collections of Exemplars, dans la session Following the Rules or Not in Predication, qui est parue dans le Medieval Sermon Studies. Pour clore cette présentation, je voudrais insister sur un projet qui me tient particulièrement à cœur et qui a obtenu le soutien du LABEX Aztec et qui est intitulé « Le faire croire en images, la reconfiguration russe des exemplaires issus de la tradition médiévale occidentale, 17e-20e siècle ». Nous nous sommes focalisés sur les églises de l'Anneau d'Or, donc les églises russes autour de Moscou, qui sont réputées pour la richesse de leur programme iconographique. Cependant, les études, pour l'instant, se sont le plus souvent concentrées sur le cœur des sanctuaires, délaissant une zone également peinte, les galeries latérales qui entourent le sanctuaire. C'est dans cet espace intermédiaire entre le sacré intérieur et le profane extérieur que se concentrent les images non bibliques, relevant souvent, mais pas seulement, de la littérature des exemplars, précieux auxiliaires des prédicateurs désireux de rendre accessible au plus grand nombre la doctrine religieuse. Ces exemplaires homilétiques se sont multipliés dans l'Europe occidentale à partir du XIIIe siècle, dans le cadre de la prédication au peuple ad populum, des ordres mendiants, mais également chez les prédicateurs séculiers comme Jacques de Vitry. Au XVIIe siècle, un jésuite, John Major, a compilé cet immense corpus et l'a réuni dans son Magnum Speculum Exemplorum, édité à Douai en 1614. Les missionnaires ont emporté cet ouvrage dans leur bagage, par exemple au Mexique, et le rôle de ces exemplaires dans la conversion des Aztèques a été étudié par Daniel Dehouve en collaboration avec le GAOM. On connaît en Russie des manuscrits du Magnum Speculum Exemplorum enluminés et traduits en russe au XVIIe et XVIIIe siècle.
Les modalités de leur influence sur les peintres des églises de l'Anneau d'Or n'ont jamais été précisément étudiées. Et c'est Victoria Smirnova qui est la première à identifier pour ces images ni bibliques ni hagiographiques locales leur lien de filiation avec des sources médiévales occidentales, Césaire de Heisterbach, la Scala Coeli de Jean Bobby et le Magnum Speculum Exemplorum, transmises à travers des traductions, pour le dernier, donc le Velikoye Zertzal, mais également des ouvrages spécifiques, des synodiques et des recueils didactiques souvent enlumineux. Je voudrais m'arrêter un instant sur le contexte historique et sur la méthodologie du projet. Après le Concile de Trente, 1545-1563, les jésuites prirent en charge les missions de diffusion du catholicisme. Pour ce faire, ils arrivèrent chargés de livres d'aide à la prédication qui faisaient la part belle aux exemplaires. Et leur mission liait fortement prédication et confession. On peut dès lors se demander quels processus dominèrent cet effort d'acculturation. Intégration, assimilation, appropriation, syncrétisme ou disjonction. Selon les périodes, les milieux et les acteurs sociaux, tous ces types de réactions ont pu cohabiter ou se succéder au cours de l'histoire. Ces tensions, adaptations et restructurations du champ culturel travaillaient autant les individus que l'ensemble de la société et affectaient les repères religieux et anthropologiques fondamentaux, conception de l'homme, du divin, de l'espace et du temps. Depuis 1974, depuis 1974, les historiens ont largement répondu à la proposition d'un Nathan Wachtel d'étendre à l'ensemble du champ historique le concept d'acculturation, dès lors qu'une société est traversée par des tensions entre des cultures hétérogènes. C'est dans cette rencontre féconde entre anthropologie et histoire, à travers la notion d'acculturation et des perceptions de l'autre, que notre projet a pris sens. Il existe donc une profonde convergence entre notre projet et le regain d'intérêt pour la prédication et les exemplaires de la période médiévale, dans la perspective d'une histoire de l'acculturation au travers d'un médium, l'exemplum, situé à la frontière entre écriture et oralité, entre culture savante et culture folklorique. Pour la période moderne, les travaux de Roger Chartier sur la diffusion du livre imprimé en Europe embrassent également cette problématique que nous mettrons en pratique dans le soin que notre projet mettra à pister les rééditions et traductions des ouvrages, ainsi que les inventaires de bibliothèques jusqu'à la fin du XXe siècle. De plus, on aimerait approfondir l'étude du lien entre ces exemplaires et d'autres textes religieux, donc comme les synodiques, les catéchismes, les Artes Moriendi, les recueils didactiques russes comme le Prologue ou le Nouveau Ciel. Enfin, l'autre versant de cette étude concerne bien sûr la réception de ces messages religieux diffusés par deux types de médias, les textes et les images, sous forme de fresques, d'icônes et d'enluminures. Une fine étude de la langue donnera également des clés pour comprendre quelles conceptions religieuses antérieures ont été effacées, lesquelles ont été remodelées ou se sont conservées. Nous aurons à mettre en lumière tous les ressorts de la rhétorique sermonnaire ou logique catéchistique qui fait partie des objets privilégiés de l'anthropologie religieuse telle qu'elle fut définie par un Alphonse Dupont. Celui-ci ajoutait d'autres champs à cette discipline, comme l'économie verbale et mentale du cérémonial liturgique, dont on aimerait comprendre toutes les facettes dans ce lieu si particulier qu'est la galerie extérieure des églises russes. Le projet se propose donc d'abord d'établir le corpus photographique raisonné de ces peintures narratives et du texte qui leur est associé, peint ou gravé. Le contexte global de l'Église sera pris en compte, mais l'attention se portera essentiellement sur les galeries.
Nous voudrons également comparer la diffusion de ces images avec celle des traductions du Magnum Speculum Exemplorum. Rechercher des modèles iconographiques dans les manuscrits enluminés conservés en Russie et dans les Loupki. Mieux définir les fonctions et les usages des galeries latérales de ces églises en poursuivant les réflexions du Gaon sur la spatialisation du sacré et les images en leur lieu. Ce programme dépasse allègrement les limites chronologiques d'un Moyen-Âge occidental classique en vertu d'un long Moyen-Âge cher à Jacques Le Goff, déjà bien expérimenté pour le Mexique des conquistadors. Un projet analogue est en cours d'élaboration sur les reconfigurations narratives et iconographiques des exemplats médiévaux dans la littérature de Cordel au Brésil. Nous allons prendre rapidement un exemple. L'église Saint-Jean de Tolchkovo, excusez-moi pour l'accent, à Yaroslav. Elle a été construite entre 1671 et 1687. C'est une église à croix inscrite avec 3 absides semi-circulaires et 2 petits autels latéraux. Une large galerie de plain-pied entoure l'église sur 3 côtés. Les 15 dômes sont partagés en 3 groupes. La façade extérieure est décorée de carreaux de faïence. La décoration intérieure consiste essentiellement en peinture murale réalisée en 1694-1695 par un groupe de 15 peintres dirigé par Dimitri Grigoriev Plekhanov et Fyodor Ignassiev. La galerie et le petit hôtel du Sud, l'hôtel des Saints hiérarques, furent peints par les mêmes peintres sous l'évêque Dimitri de Rostov, 1702-1709. Les sujets des peintures murales. Dans le sanctuaire, lieu de culte, on trouve bien sûr les images liturgiques, bibliques et hagiographiques classiques. Dans la galerie, lieu de prédication au peuple, lieu des baptêmes, des obsèques, des négociations profanes, d'accueil des pèlerins, on trouve 470 fresques avec un programme très varié. Sur les voûtes, des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament et des sujets légendaires, la translation d'une icône par Jean, le roi de Grèce, et la légende de Julien et Vassilissa. Sur le mur intérieur de la galerie, partie nord, nous trouvons une composition inspirée par l'hymne marial « Il est digne », le jugement dernier et la représentation des saints martyrs de Cyzique. Sur le mur intérieur de la galerie, dans la partie ouest, on trouve une composition inspirée par l'hymne marial « En toi se réjouit ». On trouve également le Christ devant Pilate, Saint Nicolas de Myre, la Vierge au trône, le Christ au trône, Saint Jean-Baptiste. Sur le mur intérieur de la galerie, partie sud, on voit la vision d'un moine au monastère Saint-Benoît, la vision de Thomas de Canterbury, des douleurs et des joies de la Vierge, du Nouveau ciel de Ioanniki Goliatowski, un recueil des miracles mariaux publié en 1665. On trouve également des compositions allégoriques sur l'ange gardien et les fruits de la passion du Christ. Les fenêtres et les trumeaux de la galerie nord possèdent des scènes de l'Ancien Testament, tandis que les fenêtres et les trumeaux de la galerie ouest regorgent d'exemplats du Magnum Speculum Exemplorum en russe, également une composition allégorique, le navire de la foi. Les fenêtres et les trumeaux de la galerie sud ont également des exemplats du Magnum Speculum Exemplorum en russe, des scènes du Patéricon, donc les vies des pères du Geyser, des grottes de Kiev, du Patéricon Skistiki, donc une collection slave des apophtégmata Patrou, d'un synodique, et la légende de Barlaam et Josaphat, des représentations de saints comme Démétrios de Thessalonique, Siméon le Stylite, etc. Ensuite, sur le vestibule du sud, nous avons des scènes de la vie de saint André le Fol en Christ. Sur le vestibule du nord, des miracles de l'icône de la Vierge de Tolga. Et sur le vestibule de l'ouest, l'Apocalypse. Nous allons prendre un seul exemple d'image à succès
C'est un exemplum qui provient de la Scala Cieli de Jean Gobi, donc écrit vers 1323-1330, et ensuite repris dans le Magnum Speculum Exemplorum. Je vous raconte l'histoire et comme ça vous voyez concrètement ce qu'est un exemplum. Deux moines vinrent dans une ville dans laquelle habitait une femme qui avait commis un péché avec son demi-frère. Ayant une honte extrême, elle ne confessa jamais ce péché. À l'arrivée de moines étrangers, elle décida de se confesser auprès d'eux. Lors de la confession, l'un des moines vit des crapauds sortir de sa bouche. La femme ne confessa pas son péché, et les crapauds, dont l'un était très grand, revinrent. Les moines partirent. Celui qui avait eu la vision la raconta à son confrère. Ils retournèrent pour persuader la femme de se confesser, mais la trouvèrent morte. Les moines prièrent Dieu de leur révéler la vérité. La femme leur apparut assise sur un dragon, avec 2 serpents autour de son cou et sur sa poitrine, 2 flèches de feu dans ses oreilles, 2 crapauds sur ses yeux et des lézards sur sa tête. Des chiens lui mordaient les mains. Les moines demandèrent la signification de ces châtiments. La femme leur expliqua. C'étaient des châtiments pour les relations adultères, pour les ornements, coiffures, bijoux et pour les divertissements. Les moines demandèrent ensuite pour quel péché les gens allaient en enfer le plus souvent, et la femme répondit pour les péchés capitaux, et les femmes surtout pour la luxure, l'amour des ornements, la sorcellerie et la honte qui les empêche de se confesser. Ils demandèrent s'il était possible d'apaiser ses souffrances, et à ces paroles, le dragon emporta la femme en enfer. Donc on trouve cette image que vous voyez à l'écran, à Yaroslav, dans la galerie ouest, au 2e trumeau, et c'est une photo qui a été prise par Victoria et son mari. Donc la femme assise sur le dragon apparaît presque nue, devant un homme priant à genoux, devant un livre, qui serait le témoin de l'histoire ou celui qui raconte. Et au fond, 2 hommes font des gestes de prière, ce sont les moines qui ont eu la vision et qui tentent de la sauver. Alors Victoria a retrouvé des parallèles iconographiques dans plusieurs recueils, et notamment dans le manuscrit conservé à Moscou à la Bibliothèque d'État, c'est bien celui-ci, dans la collection Undolski, 1159, et donc c'est un manuscrit du XVIIe siècle. Elle a retrouvé également cette image dans un recueil de Lubki, donc ici il s'agit du Lubok numéro 703 de la collection Rovinsky, et il est daté du XVIIIe siècle. On voit donc l'image et le texte en dessous de l'exemplum. Donc pour conclure, nous espérons mener ce projet pluriannuel avec des collaborateurs plus nombreux. Cela pourrait prendre la forme de co-tutelle, de master et de thèse, voire de post-doc entre nos institutions. Parce que beaucoup reste à faire et l'on peut formater des sujets adaptés à ces différents niveaux dans ce vaste programme qui aboutira à des publications importantes pour l'histoire culturelle et religieuse de la société russe du XVIIe au XXe siècle, et donc pour l'histoire sociale, en restant dans l'optique de Jacques Le Goff. Je vous remercie. Прежде чем мы перейдем к вопросам и обсуждению, я хотела бы, опять же, для тех, кто сегодня впервые у нас, сказать о том, что вот на последнем ряду возле окна после дискуссии можно купить книгу